Dan suku Dani yang kuat di sini. Namanya tadi Lapago. Suku Dani ini kebudayaannya yang kuat itu kebudayaan perang. Le professeur Rekitu, un anthropologue, étudie les tribus indigènes des régions reculées. Ils font généralement la guerre par vengeance. Si l'un des leurs meurt, quelqu'un du camp ennemi doit aussi périr. À votre avis, où se situe la région la plus primitive de Papouasie? Ici. Certains événements qui se sont passés dans cette forêt restent un mystère. Les Korowai qui vivent dans cette région possèdent des haches, comme à l'âge de pierre. Ils sont anthropophages? Oui. Ces Korowai tuent et mangent encore des êtres humains. Ils mangent leurs ennemis? Oui, c'est ça. Ils les mangent pour être plus forts. Et ils disent que c'est délicieux. Malgré les risques, nous sommes impatients de rencontrer cette mystérieuse tribu. Le voyage dure 5 jours. Nous partons de Jakarta, en Indonésie, pour rejoindre Jayapura, en Papouasie occidentale, et enfin notre destination finale, Modua. Elle n'est même pas sur la carte. Nous avons dû demander au gouvernement indonésien l'autorisation de voyager dans cette région. Et nous avons engagé un guide qui connaît bien la tribu Korowai. Les Korowai construisent leurs maisons dans les arbres. Autrefois, quand ils gagnaient une guerre, ils mangeaient les hommes et épousaient leurs femmes. Je n'ai pas bien compris. Ils sont donc toujours anthropophages? Bien sûr, il n'y a pas de doute. Rencontrer cette tribu est une occasion unique de mieux comprendre l'évolution de l'humanité. Nous révisons quelques bases du dialecte Korowai. Ça veut dire merci. Merci. Il y a aussi Manof Trobo qui veut dire bonjour. Bonne journée ou bonsoir. Et au revoir. Au revoir. Merci. Manof. Manof Trobo. Le lendemain, nous descendons les rivières Mapi et Kaboul à bord de petits bateaux à moteur filant à 40 km/h. Le soleil commence déjà à décliner quand nous apercevons des palmiers sagoutiers, la base de l'alimentation des Korowai. Le bateau arrive enfin à Basman. Mais là, des hommes armés nous attendent. Ils nous perçoivent manifestement comme une menace. Grâce au talent de médiateur de notre guide Hendrik, ils acceptent finalement de nous aider à décharger. Danger. Awas, awas. Mais Hendrik doit repartir pour Jayapura, et nous devons donc trouver un autre guide pour nous conduire au Korowai. Nous rencontrons Daotanai qui nous explique les coutumes de sa tribu. Après avoir tué quelqu'un, on allait se réfugier dans notre maison dans les arbres. Car en restant au niveau du sol, on était à la merci de nos ennemis. Construire des maisons en hauteur est toutefois dangereux et les chutes sont fréquentes. En temps de guerre, les Kombai mangeaient aussi les Korowai. Et on faisait la même chose en retour. Vous mangez vos ennemis pour être plus fort? Non. On les mangeait pour le goût. Rien à voir avec la force. C'est comme la pêche. Pourquoi vous pêchez du poisson? Pour manger.
Parce que vous trouvez ça bon. C'est pareil avec les gens. Quand on faisait la guerre, on devait tuer nos ennemis et ensuite on les mangeait. Tout est prêt pour notre expédition. Reste à espérer que les Korowai ne nous voient pas comme leurs ennemis, vu le sort qu'ils leur réservent. Nous devons marcher 4 heures dans la jungle pour rejoindre la tribu. Le chemin est extrêmement boueux. Comment tu peux marcher pieds nus là-dedans? L'un de nos porteurs fabrique une canne pour nous aider à avancer. Merci. Rien d'étonnant que le peuple qui vit dans une jungle aussi dense et hostile soit coupé du monde. En Papouasie, on raconte que la forêt des Korowai renferme de multiples secrets. C'est un univers mystique de dieux et de légendes. Et les chemins difficilement praticables constituent une barrière naturelle contre les curieux. Nous marchons sans nous arrêter. Enfin, nous apercevons une cabane à la cime des arbres. C'est une maison Korowai. Elle est construite à 7 ou 8 mètres du sol. 2 petites filles nous disent bonjour de la main, sans aucune méfiance. Un homme ne tarde pas à venir à notre rencontre. C'est Abou Djengel, le propriétaire des lieux. Il descend tranquillement, un arc et des flèches à la main. C'est le frère de Daout, le Korowai qui nous a servi de guide depuis Basman. Abou porte un collier en croc de chien et une ceinture en glycine. Il remonte dans sa cabane après avoir passé quelques instants avec nous. Il nous invite à le suivre. À mon tour de faire des acrobaties. Ces échelles en bois ne sont pas fixées et sont très instables. Elles permettent d'alerter les occupants si un intrus approche. Cet enfant est beaucoup plus agile que moi. La maison est étonnamment spacieuse. Elle accueille une famille de 5 personnes sur 3 générations. Il y a aussi des animaux. Chez les Korowai, les cochons font partie de la famille. Les porcelets sont aussi choyés que les enfants. Les chiens sont appréciés comme animaux de compagnie, mais s'ils ont le malheur de toucher à un cochon,
on les punit en leur ligotant les pattes. Abu Jengel a l'air sévère. Il reste assis en silence à éplucher des bananes pour ses invités. Pourquoi construire si haut? Pour se protéger. Parfois, on prend quelque chose au voisin. On coupe un sagoutier qui appartient à quelqu'un d'autre. On prend son poisson, on prend ses bananes et on tue un de ses cochons. Dans ces cas-là, il faut se cacher. On court se réfugier dans notre cabane dans les arbres et prévenir notre famille. Avant de combattre, on construit toujours une cabane en hauteur. Comme ça, on peut s'y mettre à l'abri en cas de danger. Sa femme, Gagora, porte un collier hérité de sa mère, avec une douzaine de crocs de chien. Elle fabrique des petits sacs traditionnels faits à partir de tiges de sagoutier. Elle libère le chien qui était puni. La cabane est spartiate et ne comporte presque aucun meuble, malgré les 5 personnes qui l'occupent. En guise de lingette pour nettoyer son bébé, Gagora se sert d'une mousse appelée rabat. Dis-moi, comment s'appelle ton fils? Il a quel âge? Tu le sais? Il s'appelle Malo, il a 4 mois. Tu es sûr? Pas vraiment. Les Korowai ne connaissent pas précisément leur âge. Quand les tortues viennent pondre, on sait que c'est le début de la saison des pluies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Leur dialecte ne leur permet de compter que jusqu'à 23. Les chiffres et la notion du temps ne leur sont d'aucune utilité dans la vie quotidienne. La clé qu'elle porte autour du cou est celle de sa future maison. Le gouvernement indonésien veut déplacer les membres de la tribu et leur construit des logements à Basman. Les Korowai vivaient totalement coupés du monde jusque dans les années 1970. C'est un missionnaire néerlandais qui a découvert leur existence. La hache est toujours le seul outil dont ils ont besoin pour vivre dans la jungle. Je remarque un détail très intéressant en regardant cet homme couper des arbres. Il n'attend pas que le premier soit tombé pour passer à l'arbre suivant. Il taille le tronc à un angle précis. Tous les arbres tombent en même temps, un peu comme des dominos. Cet enfant n'est pas encore très au point. Elle essaye d'entailler l'arbre à sa base, mais c'est peine perdue. Être bûcheron n'est pas donné à tout le monde.
La famille s'est agrandie et les Jengel doivent construire une nouvelle cabane. Ils choisissent comme pilier central une essence d'arbre qui ne pourrit pas. Ils taillent ensuite la végétation autour du tronc pour dégager le passage et offrir une meilleure visibilité. Le terrain est maintenant prêt pour la construction. Le mot Korowai signifie « qui a les jambes robustes ». Ils portent bien leur nom. Ils n'ont aucun mal à se déplacer dans la jungle épaisse et humide. Contrairement aux chiens. La nature n'a pas de secret pour eux et ils se soignent par les plantes. La mousse est un excellent antalgique. Elle est soigneusement emballée pour ne pas être abîmée pendant le transport. Deux feuilles suffisent à concocter une enveloppe. Les Korowai savent dénicher des trésors cachés. Cette femme se met soudain à fouiller derrière un jeune sagoutier. Elle a trouvé une sauterelle. Elle l'accroche à un hameçon pour servir d'appât. Elle fabrique ensuite une canne à pêche avec une tige de sagoutier débarrassée de ses feuilles. Le groupe a quitté le village les mains vides, sans aucun outil. Tout est fabriqué sur place, avec les ressources disponibles. Les Korowai chantent souvent en travaillant. Le dialecte Korowai est une langue exclusivement orale. Chaque individu connaît des chansons qui lui sont propres. Elles sont comme une marque d'identité. Les feuilles géantes de sagoutier se transforment en un grand panier entre leurs mains habiles. Les feuilles qui restent servent à combler les trous. Le panier ne doit surtout pas être percé pour l'usage qu'on lui réserve. Une colonie de fourmis grouillant de larves est jetée au fond. Il est ensuite transporté jusqu'à la rivière. Le panier rempli de larves est en réalité un filet à poissons. Il va rester dans l'eau un certain temps. Les Korowai le remonteront avant de rentrer au village. En attendant, ils ramassent des larves de coléoptères. C'est une excellente source de protéines.
Les bananes poussent également en abondance dans la région. Quand ils ont soif, les Korowai mâchent de la canne à sucre et aspirent le jus. Ils sont très respectueux de la nature. S'ils n'utilisent que la tige de la canne à sucre, ils replantent les feuilles qu'ils n'ont pas utilisées. Dès que les réserves s'épuisent au village, les femmes et les enfants sont chargés de rapporter de quoi manger. Le climat chaud et humide des tropiques accélère la croissance des plantes. Ainsi, la jungle est une source intarissable de nourriture. Les Korowai sont des chasseurs-cueilleurs et n'ont pas besoin de cultiver la terre pour survivre. Il faut beaucoup de bois pour construire une cabane. Cette variété de malval abonde dans la forêt. C'est un bois léger et solide. C'est la principale essence utilisée pour construire les maisons. Le pilier central est relié à d'autres arbres qui font office d'échelle. La construction peut commencer. Des tiges de rotin sont taillées en fines lianes pour attacher solidement les arbres entre eux. Difficile de croire que quelques nœuds vont suffire à consolider la maison. Les hommes grimpent aux arbres comme s'ils défiaient les lois de la pesanteur. Les échelles doivent être solidement fixées à la cabane tout en restant suffisamment bancales pour servir de signal d'alarme. Le groupe termine une échelle de 10 mètres dans la journée. C'est vertigineux. Les hommes font une chaîne jusqu'en haut de l'échelle et se passent les rondins un à un. Noués solidement, ils vont constituer le sol de la cabane. L'échelle et le plancher sont à la même hauteur que les arbres alentours. Abu Jungle passe une branche à sa nièce Loluwap. Malgré son âge, elle n'a pas l'air d'avoir le vertige. Son père, Sam Jungle, la surveille du coin de l'œil. Le deuxième niveau est construit à 10 mètres au-dessus du premier. Tout le monde sait exactement où se positionner pour que la chaîne soit efficace et sans danger. Grimper aux arbres semble parfaitement naturel pour les Korowai. Même les enfants montent à 20 mètres sans hésitation. Avoir une cabane dans les arbres n'est pas toujours pratique quand on a une envie pressante. Anton descend rapidement et va se cacher dans les fourrés.
Il cueille ensuite quelques feuilles pour se confectionner le seul vêtement que portent les Korowai. La construction se poursuit et les chants du groupe résonnent dans la forêt. L'ossature de la maison est terminée. Il ne reste plus qu'à monter le toit et les murs. À midi, un vieil homme vient à notre rencontre. C'est Sambaima, le père d'Anton. J'ai entendu dire que vous étiez là. Alors, je suis venu vous dire bonjour. Je voulais venir avant, mais je suis malade et je n'ai pas pu descendre de chez moi. Anton est mon fils préféré. Il construit sa maison là-haut, dans les arbres. C'est beaucoup de travail de construire une maison. Il faut dégager tout le terrain autour. J'aime bien les étrangers. Il y en a déjà eu dans d'autres villages. Mais chez nous, c'est la première fois. J'aimerais bien en voir plus souvent. Ça m'intéresse de savoir comment vivent les gens à l'extérieur. Anton ne descend pas saluer son père. Il s'est endormi après ses longues heures de travail. Il porte aussi une clé autour du cou. Anton quittera bientôt sa nouvelle maison dans les arbres pour aller vivre à Basman. Les enfants qui vivent loin de moi ne sont pas mes enfants. Mes enfants sont forcément à mes côtés. S'ils partent tous, c'est leur choix. Je me sens chez moi ici. Je vis dans les arbres. Le père d'Anton sait que son fils préféré le quittera bientôt. Nous suivons les femmes dans la jungle. Nous allons vérifier un dicton papou qui prétend que sans sagoutier, il n'y aurait pas de Korowai. Cette variété de sagoutier qui pousse dans la jungle humide est l'alimentation de base de la tribu. C'est la plus riche en fécule, appelée sagou. Ces palmiers peuvent mesurer jusqu'à 10 mètres et ne sont pas faciles à abattre. Et une fois abattus, ils ne sont pas faciles à casser. L'écorce est très dure et les épines sont grosses comme des doigts. Les femmes s'y mettent à 12 pour venir à bout d'un seul arbre. Elles doivent enlever toute l'écorce pour accéder au sagou. Avant d'avoir des machettes, les Korowai travaillaient avec des outils en bois et en pierre. C'est un travail pénible, mais personne ne se laisse décourager, même pas les plus jeunes. Ils savent que c'est une corvée essentielle à la survie de la tribu.
Pendant ce temps, une autre équipe fabrique un extracteur pour filtrer le sagou. Tous les matériaux nécessaires sont à portée de main dans la jungle. Les feuilles de sagoutier se transforment à l'infini entre les mains habiles des Korowai. Cette fois, elles servent à faire un tamis fixé à une branche. À quelques mètres de là, l'autre équipe continue de chanter pour se donner du courage. Ces chansons ne sont pas anodines. Elles sont lourdes de sens pour celles qui l'interprètent. La pulpe finement râpée est versée dans l'extracteur. Le sagou est mélangé à de l'eau, puis essoré à la main. Ça n'a l'air de rien, mais c'est aussi un travail éreintant. Le mélange est filtré une deuxième fois et récupéré dans un bac en bois. La fécule tombe au fond en quelques heures. Le bac est ensuite soigneusement vidé de son eau. Il ne reste que le sagou. Cette substance blanche visqueuse est le fruit d'une longue journée de travail. Les femmes récupèrent méticuleusement la fécule. Elles la mettent dans un sac pour la transporter. Quand l'eau sera totalement évaporée, le sagou sera assez solide pour être cuit dans le feu. La construction de la maison se poursuit. Un Korowai est capable de construire seul une cabane dans les arbres. Mais dans le cas d'une maison familiale, le temps passé dépend du nombre de personnes mobilisées pour rassembler les matériaux. Les femmes sont chargées de trouver des feuilles de sagoutier pour le toit et de les rapporter aux hommes. Gagora Jungle chante en travaillant. Soudain, elle éclate en sanglots. Gagora n'arrête pas de travailler pour autant, mais les raisons de son chagrin sont mystérieuses. Elle semble souffrir de l'absence de quelqu'un. Les femmes n'en ont pas fini avec les sagoutiers. Tout est exploité dans le palmier. Une fois la fécule récoltée,
Les tiges sont tissées pour faire des pagnes et des sacs. Et les feuilles servent à construire un toit. Un autre groupe de femmes retourne dans la forêt pour aller chercher du bois. Cette variété de malval est très répandue dans la jungle de Papouasie. Les jeunes arbres servent de piliers pour les cabanes et l'écorce des grands arbres permet de fabriquer des murs. L'écorce légère et solide va protéger la famille du vent et empêcher les enfants de tomber. Cette tâche est confiée à Anton et son frère Marcus. Le toit et les murs sont terminés en 5 jours. Quand on lui demande si la cabane est solide, Anton se suspend au plafond pour nous le prouver. Il continue sa petite démonstration. La maison tremble, mais le bois est solide et souple. Anton coupe ensuite quelques branches pour dégager la vue. Mais il doit en laisser quelques-unes pour que l'arbre ne meure pas, car c'est lui qui assure la solidité de la construction. Les Korowai nous expliquent qu'en temps de guerre, ils établissent un code pour communiquer du haut de leur cabane. On tape sur les murs et ça résonne. Traditionnellement, c'est à des fins guerrières que les Korowai construisaient leurs maisons dans les arbres. Une fois la cible choisie, 4 ou 5 maisons étaient construites tout autour. Les Korowai faisaient des réserves de nourriture, plantaient des bananiers en cas d'urgence et envoyaient les femmes et les enfants en lieu sûr. Puis la bataille commençait. Les adversaires étaient tués rapidement. Leurs femmes et leurs enfants étaient ramenés au village. Quand l'ennemi venait se venger, il se retrouvait confronté à des forteresses au perché. Les Korowai n'avaient plus qu'à attendre patiemment leur départ. Voilà pourquoi ces cabanes sont toujours construites au milieu des bananiers. En cas de siège, la famille a de quoi subsister sans avoir à descendre de l'arbre. Notre guide Korowai nous explique que la guerre la plus récente remonte à 2006. Le temps a passé, mais les souvenirs restent. Ces hommes transportent quelque chose qui ne se trouve pas au sommet des arbres. La terre et le feu. La maison est équipée d'un foyer.
Les hommes font cuire le sagou dans le feu et toute la famille partage ce repas pour fêter la nouvelle maison. Faute de protéines animales, le sagou est la nourriture préférée des Korowai. Il est assez riche en vitamines et nutriments pour leur permettre de construire des maisons à main nue. Ce ne sont plus de redoutables guerriers, ceux qui ont les jambes robustes, mais des orang po, ceux qui vivent dans les arbres. De plus en plus, la nouvelle génération de Korowai choisit de vivre sur la terre ferme. Ici, à Basman, on construit des maisons par dizaines pour les accueillir. Même Anton, le fils de Sombaima, veut quitter la jungle malgré la désapprobation de son père. Le frère d'Anton, Marcus, nous accompagne alors que nous retournons à la civilisation. Je ne veux plus vivre dans les arbres. C'est pas une vie facile. Mes parents le font, mais moi je ne veux pas. Je veux aller à l'école et vivre comme les gens de la ville. C'est ça que je veux. Deux enfants ont quitté la jungle avant Marcus. Elles vont à l'école en ville. Leur père est venu les chercher, mais elles n'ont pas voulu repartir avec lui. Elles disent qu'elles sont heureuses ici. Elles ont des amis, elles vont à l'école. Je suis très fière de Pauline. Ses parents ne pouvaient rien faire pour l'aider. On ne l'a pas forcée. Elle a pris seule la décision de rester. Les Korowai ne comprennent pas le concept d'éducation. Les adultes sont tous analphabètes. Pauline est la fille des Jengel. C'est elle que Gagor a pleuré en ramassant les feuilles de sagoutier. Depuis quand tu ne l'as pas vue? Ça me rend triste de le voir. Tu es triste? Oui, Ton père te manque. oui. Tu peux dire quelque chose en Korowai? J'ai tout oublié. Tu as tout oublié? Et toi? Et toi, Pauline? J'ai oublié. Toi aussi? Pauline? Tu veux pas retourner à Modoua? Non. Imalalu bala bitatin benel